Je suis sûre d'une chose, vous connaissez tous Victor Hugo, mais personne ne vous a jamais dit qu'il communiquait avec les esprits. Aujourd'hui, je vous présente la face cachée de l'auteur français le plus connu du monde. Restez là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de la série d'Halloween. Et on va terminer par du très lourd, puisqu'on va parler de la face cachée de Victor Hugo et de son rapport au spiritisme. Victor Hugo, vous le connaissez, auteur des Misérables, de Notre-Dame de Paris, du recueil Les Châtiments ou bien des Contemplations. Victor Hugo est peut-être la tête d'affiche de la littérature française. Seulement peu de personnes connaissent l'histoire des tables tournantes et des séances de spiritisme de Jersey. Notre histoire commence en 1851. Pendant le coup d'État du 2 décembre 1851, Victor Hugo prépare la résistance dans l'ombre. Comment voilà, Victor Hugo échoue et Napoléon III reste quand même au pouvoir. Et Napoléon III, il n'a pas vraiment aimé la tentative de résistance de Victor Hugo et c'est pourquoi il le condamne à l'exil, lui et d'autres opposants politiques. Victor Hugo a 51 ans et il va fuir d'abord en Belgique, puis en 1853 va atterrir dans l'île de Jersey, une île anglo-normande située dans la Manche. C'est un endroit coupé du monde, sans distraction, loin des normes de la société française, loin de la religion et de la morale étriquée de l'époque. Victor Hugo est dans un creux littéraire, il vient de terminer Les Châtiments et n'a pas encore commencé son recueil, Les Contemplations. C'est dans ce contexte que Delphine de Girardin va initier Victor Hugo au spiritisme et à l'art des tables tournantes. Au début, Victor Hugo est un petit peu réticent, mais il va devenir un très grand adepte de spiritisme. Le spiritisme, c'est la croyance, mais aussi les pratiques qui visent à entrer en contact avec l'au-delà. Et les tables tournantes, c'est l'une des pratiques du spiritisme qui consiste à rentrer en contact avec les entités à travers une table. Les réponses sont données par des mouvements, des translations, des rotations, mais aussi des coups sur cette dite table. C'est une pratique qui est venue des États-Unis et qui va être très en vogue en France, mais pendant un court laps de temps. En effet, cette pratique va vite tomber en désuétude. L'épisode des tables tournantes va se dérouler entre 1853 et 1855. Victor Hugo va s'adonner à des séances de spiritisme quasi quotidiennes avec plus d'une centaine d'entités différentes. Il y a, je dirais, 3 types de destinataires différents, 3 types d'entités. Les identités personnelles dont la plus importante est sa fille Léopoldine, décédée quelques années plus tôt. Les personnages historiques connus, notamment Napoléon Ier, mais aussi des auteurs, Racine, Shakespeare, Chateaubriand, etc. Et en troisième, on a ce qu'on pourrait appeler des esprits concepts, par exemple la tragédie, la mort, le drame. Chaque séance est accompagnée d'un procès verbal qui détaille le déroulé de la séance, les participants, mais aussi les réponses de la table. Ces séances ont participé de manière très large à la construction de l'identité de Victor Hugo, de ses croyances. 3 thèmes très importants vont être abordés dans ces séances de spiritisme, il y en a d'autres. Mais les 3 plus importants sont sa fille Léopoldine, la littérature et la politique. Je vais maintenant vous parler de chacun de ces thèmes et je me suis entièrement basée sur le livre des tables qui contient les procès-verbaux des séances. La plupart des procès-verbaux ont été écrits par Victor Hugo lui-même. Au sujet de sa fille Léopoldine, je dirais que la séance la plus intéressante est la toute première séance de spiritisme de Victor Hugo. On est le 11 septembre 1853, un petit peu après le 10e anniversaire de la mort de sa fille Léopoldine. Pour rappel, elle est morte très jeune en se noyant dans la Seine. Et Victor Hugo n'a jamais fait le deuil. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Victor Hugo ne prend pas tout de suite part à la séance. Et d'ailleurs, sa fille n'est apparemment pas la première entité de toute la séance, mais elle va rapidement arriver. On explique qu'au tout début de la séance, la table commença à tourner et tapa pour dire aux invités H-U-G-O, Hugo. Donc ils comprennent que l'entité a un rapport avec la famille Hugo, en sachant qu'il y a aussi la femme de Victor Hugo et l'un de ses fils qui sont présents lors de la séance. Quand Victor Hugo va comprendre qu'il s'agit de sa fille, il va rapidement prendre part à la séance et lui demander « Es-tu heureuse ?» La table lui répondit « Oui ». Il lui demanda « Où es-tu ?» Elle répondit le mot « lumière ». Il lui demande aussi si elle voit bien que les gens qui l'ont aimée et qui sont restés sur terre l'aiment et souffrent de sa disparition, et elle répondra
oui. La séance se termine avec Victor Hugo qui demande à sa fille si elle va revenir et la table répond encore une fois oui. L'entité de Léopoldine réapparaîtra dans le livre des tables et c'est un petit peu toujours les mêmes questions que Hugo lui pose. Est-ce qu'elle voit qu'elle est toujours aimée? Est-ce qu'elle voit que les gens sont tristes qu'elle soit morte aussitôt? Et ça c'est un vrai traumatisme dans la vie d'Hugo, la mort de sa fille, mais aussi le fait qu'il a l'impression qu'elle ne savait pas avant de mourir que ses proches et Victor Hugo lui-même l'aimaient énormément. Pour le deuxième thème qui est abordé, c'est-à-dire le thème de la littérature, il faut savoir que l'épisode des tables de Jersey a été extrêmement décisif dans la carrière littéraire de Victor Hugo. Ces séances ont été la base du reste de l'œuvre de Victor Hugo et de sa vision même de la littérature. Dans l'une des premières séances, celle du 14 septembre 1853, l'entité tragédie, la tragédie au sens dramaturgique, donc l'inverse de la comédie. Cette entité-là va parler avec Victor Hugo et lui donner une phrase que Victor Hugo va garder en tête toute sa vie: les morts inspirent les vivants. Victor Hugo questionnera davantage en demandant: entends-tu que tu es morte et que le drame est vivant? Et la tragédie répondra oui. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les enjeux littéraires de l'époque, c'est l'arrivée du drame romantique au théâtre. Et le drame romantique, c'est Victor Hugo lui-même qui l'amène, notamment avec sa pièce Hernani. On voit que l'épisode des tables lui sert donc à justifier ses choix esthétiques et littéraires et à montrer sa légitimité, puisque c'est l'entité même de la tragédie qui lui dit qu'elle a fait son temps et qu'il faut de nouvelles pratiques théâtrales. Dans une autre séance de septembre, il va communiquer avec ni plus ni moins que Racine, et Victor Hugo demande: dans le monde où tu es, sous-entendu le monde des morts, la littérature a-t-elle une quelconque importance? Et Racine répondra d'une manière assez énigmatique, puisque la table épellera la phrase suivante: elle est un écho. Sous-entendu, les messages qui sont véhiculés par la littérature enfreignent la frontière du monde des vivants et a donc une existence métaphysique. Clairement, le livre des tables semble être l'un des plus grands manifestes de littérature de la carrière de Victor Hugo. Troisième thème qui est énormément abordé, celui de la politique. On peut citer notamment la séance numéro 3 où il rentre en contact avec Chateaubriand, qui est lui aussi un poète français. Victor Hugo, très soucieux de la situation politique en France, demandera à Chateaubriand: que pouvons-nous faire pour la France? Et Chateaubriand répondra: lutter. Un petit peu plus tard dans la séance, Victor Hugo demande de manière très rhétorique: tu sais que je me battrai jusqu'à la mort pour la liberté. Victor Hugo veut se rassurer de ses opinions républicaines et demande: la République c'est l'avenir, n'est-ce pas? Et là Chateaubriand répond de manière un petit peu énigmatique: je ne vois que l'éternité. La situation en France n'est pas la seule à préoccuper Victor Hugo. Il est aussi très inquiet de la situation dans l'empire d'Autriche-Hongrie. C'était un empire très très influent à l'époque et il se passait beaucoup de choses aussi politiquement à cette époque. Il communique un soir avec un esprit qui semble venir d'Autriche-Hongrie et Victor Hugo en profite pour lui demander: peux-tu me dire ce que deviendra ton empereur? Et la table répond: tyran. Victor Hugo s'inquiète. Sera-t-il puni un jour dans cette vie? L'esprit lui répondit oui. Au bout d'un moment, il lui demande: est-ce par moi? La table continue à répondre oui. Victor Hugo insiste pour être bien sûr: ainsi c'est moi qui punirai le tyran François-Joseph. Petite précision, François-Joseph, c'est l'empereur austro-hongrois qui est actuellement en place et qui a des pratiques aussi extrêmement tyranniques. La table continue à répondre oui. Victor Hugo demande comment et la table répond seulement: j'ouvre mon tombeau pour lui. Les réponses de la table sont en réalité souvent soit très concises, soit très énigmatiques. Évidemment, il y a bien d'autres exemples qui permettent d'illustrer le thème du deuil, le thème de la littérature, mais aussi le thème de la politique. Mais je vais m'arrêter là avec les exemples. Et maintenant, on va parler d'une question: comment est-ce que le livre des tables a été publié? Il faut savoir que dès l'automne 1853, donc dès le début de l'épisode des tables de Jersey, Victor Hugo envisage la publication des procès-verbaux. Mais plusieurs esprits apparemment lui disent de ne pas le faire car ce serait très dangereux et très malhonnête. Après, si on prend un petit peu de recul, on peut aussi se douter que la publication d'un tel livre
avec de tels propos, notamment sur la politique, aurait été extrêmement dangereuse et discréditerait complètement Hugo sur le plan politique. Parce qu'il faut savoir que Victor Hugo, c'est un homme qui est très engagé en politique, mais qui avait aussi des rôles, c'est-à-dire qu'il a été député notamment, et je pense qu'il se doutait que son exil serait temporaire et qu'il allait revenir en France, et il savait que ce retour en France signifiait la reprise de sa carrière politique, sauf que, avec le livre des tables, ça aurait été clairement impossible. En tout cas, c'est ma théorie personnelle. Après, vous pouvez garder celle des esprits qui lui disent de ne pas publier le livre. Le livre des tables, c'est d'abord 4 cahiers de procès-verbaux. Victor Hugo a pris les 2 premiers pour les remanier et les re-rédiger, pour faire quelque chose de plus compréhensible et plus littéraire. Et c'est là qu'on peut commencer à douter des intentions de Victor Hugo, parce qu'il présente les séances de spiritisme comme une expérience empirique, scientifique, mais qu'en est-il à partir du moment où il réécrit certains passages pour les rendre plus esthétiques? Les procès-verbaux ont été pour la plupart écrits déjà à l'origine par Victor Hugo lui-même, mais il y en a certains qui ont été écrits par Madame de Girardin, par exemple, la personne qui l'a initié au spiritisme, mais aussi certains de ses amis, sa femme, son fils, qui étaient aussi très impliqués dans les séances. Comme je vous l'ai dit, c'était des séances quasi quotidiennes. Ils passaient littéralement des heures et des heures de leur nuit à faire les séances de table tournante. D'ailleurs, dans le livre des tables, à chaque fois, on a la date de la séance, mais aussi l'heure. Et c'est assez rigolo de voir que les séances commencent à 9h du soir et terminent parfois vers 4, 5 ou 6h du matin. Comme je vous l'ai dit, il y a uniquement 2 cahiers qui ont été repris par Victor Hugo. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de mystères et beaucoup d'histoires très étranges autour des cahiers, donc des 4 cahiers de procès-verbaux, puisque comme je vous l'ai dit, Victor Hugo n'a pas publié ses carnets de son vivant, il les a cachés. À sa mort, ils ont été donnés à des amis à lui, et il faut savoir qu'ils n'ont pas arrêté de disparaître et de réapparaître au fur et à mesure des années, des dizaines d'années et des siècles. Et c'est peut-être un petit peu ça qui alimente la légende autour des séances de spiritisme de Jersey, puisqu'au début on n'a pas retrouvé tous les carnets, donc forcément tout était un petit peu possible. On a beaucoup édulcoré, on a beaucoup inventé, mais maintenant la vérité, ou en tout cas ce que Victor Hugo présente comme la vérité, est rétablie. On peut évidemment douter de la véracité de ces pratiques occultes. Est-ce vraiment des entités qui parlaient à Victor Hugo et ses amis, ou est-ce juste des petits coups avec le genou dans la table? Je ne sais pas. Est-ce les personnes qui étaient autour de la table qui l'ont bougé de manière intentionnelle ou pas d'ailleurs? Et ça c'est un autre sujet. Et en tout cas, Victor Hugo se déclare lui-même convaincu que les événements auxquels il a assisté sont réels et n'ont pas été truqués. D'ailleurs, pour ceux qui diraient que Victor Hugo a sûrement inventé beaucoup de choses dans le livre des tables, ou que c'est lui qui serait l'escroc finalement, il faut savoir qu'il n'a pas toujours pris part aux séances, et il y a des procès-verbaux où le nom de Victor Hugo n'apparaît pas, c'est-à-dire qu'il ne les a pas écrits et qu'en plus il n'était même pas présent ni autour de la table, ni dans la pièce. Il faut savoir que les séances de spiritisme vont s'arrêter brusquement dans l'année 1855. La raison officielle, Jules Alix, un des amis de la famille et un grand adepte des séances de Jersey, aurait eu une crise de folie durant l'une des séances et aurait été interné dans un hôpital psychiatrique juste après. C'est la version officielle, mais il y a quelques doutes, quelques zones d'ombre dans cette histoire. En tout cas, peu importe ce qui s'est passé dans l'année 1855, Victor Hugo arrêtera les séances de spiritisme. Il quittera Jersey pour s'installer à Guernesey. Il commencera l'écriture du recueil des Contemplations, recueil qui est presque uniquement dédié à sa fille Léopoldine, avec qui il dit avoir communiqué pendant 2 ans à Jersey. Voilà, c'était la fin de l'histoire des séances de spiritisme de Jersey et de la face cachée de l'œuvre de Victor Hugo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. C'était ma dernière vidéo de la série d'Halloween. J'espère qu'elle vous aura plu également. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut!